Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans le journal. Ce soir, notre invité du journal, Paulin Brunet, député depuis 1986. Si je vous en parle, c'est parce qu'on parlera de la réserve parlementaire, qui existe depuis de nombreuses années, mais on en parle depuis quelques temps et vous allez en savoir un petit peu plus. Réserve parlementaire, le clientélisme en lumière. On en parle avec notre invité du journal, Paulin Brunet. Ça sera dans quelques instants. À tout de suite. L'application Alerte Commerçant est en service. Appelée HelpMe, ce dispositif expérimental de remontée d'informations sera installé sur le téléphone des commerçants chinois de Cayenne. Quand vous avez eu des soucis ou au cas de graves blessures, que vous n'avez pas besoin de prendre le téléphone, d'appeler, il suffit de juste simplement ouvrir l'application et appuyer le bouton SOS. Et le message d'alerte qui était préenregistré sera envoyé à la personne qui soit précisée. En cas d'agression, le commerçant de proximité pourra aviser s'il est victime d'un vol à main armée en appuyant sur le gros bouton SOS. Un message codé sera envoyé directement au service de police. Ce qui va changer, c'est qu'en fait, on a un message qui nous indique, si vous voulez, le type de commerce, l'adresse du lieu de l'infraction, du vol à main armée, tout simplement, ce qui nous permet d'avoir une information sûre, fiable et pour intervenir le plus rapidement possible. Les chiffres de la délinquance ont légèrement baissé à Cayenne ces derniers mois. Cette application pourra peut-être y contribuer également à l'avenir. Tout ce qui peut apporter de la sécurité aux commerçants sera le bienvenu puisque nous avons déjà, on a entendu lors de notre ZSP d'aujourd'hui, la délinquance est en baisse, les chiffres sont en baisse, vous l'avez constaté vous-même. Et nous mettons en place tous les dispositifs qui permettent en fait à nos commerçants et de manière générale à nos administrés de subir de moins en moins les effets de la délinquance. Donc ce dispositif, en clair, s'il permet aux commerçants qui ont adhéré de ne pas être agressés ou alors de réagir au plus vite avec les secours des forces de l'ordre, je crois que cela ne peut être qu'approuvé. Les couloirs de la mairie de Matoury sont déserts, c'est le calme plat, tandis que sur le parvis de l'hôtel de ville, l'ambiance est festive, avec des chants, des percussions et de la danse. Ce matin, les employés municipaux ont cessé toute activité de 8h à 10h. Un débrayage dans la bonne humeur pour dénoncer l'absence de concertation concernant la réorganisation des services et pour tirer la sonnette d'alarme sur le mal-être des employés au travail. Il existe 11 points de revendication, parmi les plus importants. Revenir sur la réorganisation générale des services avec un audit externe. On a la mise en place imminente du CHSCT, attribuer les droits syndicaux de base à l'ensemble des syndicats, ça veut dire panneaux d'affichage qui n'existent pas actuellement en mairie de Matoury, un crédit d'heure qui soit dûment calculé, la mise en place de locaux syndicaux pour l'accueil public. Vous avez également le travail sur l'IAT, l'indemnité administration et technicité. On demande sa mise en application vu que ça a été délibéré le 8 octobre et que pour l'instant les agents ne voient rien venir sur leur fiche de paye. Une délégation syndicale a été reçue par 2 adjoints au maire. Du côté de la mairie, on rejette la faute sur l'ancienne équipe municipale. Tout comme il n'existait pas de syndicat, on va dire tout comme il n'existait pas de services organisés. Et pour cela, nous avons 2 choses. Nous avons le rapport de la CRC. Nous avons une audite qui a été commandée par l'ancienne équipe de M. Roumignac qui dit les défaillances de ce service. Et c'est normal qu'une équipe qui arrive au pouvoir, qui arrive aux affaires, à partir de ce moment-là, elle organise les services en fonction de ses visions pour le développement de Matoury. Les syndicats ont été reçus par 2 adjoints au maire, Gabriel Serville étant actuellement à l'Assemblée nationale. Le débrayage a pris fin à 10h, une nouvelle réunion est prévue lundi prochain. Les portes des 7 magasins Ecomax de l'île de Cayenne sont restées une nouvelle fois fermées. Le mouvement prend une nouvelle forme. Ce matin, à l'appel de l'UTG, les salariés ont bloqué l'accès de l'un des dépôts du groupe Oyowen, propriétaire d'Ecomax, et parlent de partir sur une grève illimitée. C'est vrai que si les magasins ne sont pas approvisionnés, même ceux qui sont en dehors de Cayenne, à un moment, ne pourront plus vendre quoi que ce soit. Donc voilà, donc il faut que le groupe Oyowen sache qu'on est déterminé et qu'on est patient, mais qu'il faudra bien qu'ils négocient à un moment donné. S'ils veulent que
magasins puissent rouvrir. La direction accuse un salarié de vol, un vol que le salarié refute. Le personnel demande sa réintégration et l'abandon des charges à son encontre. Une rencontre avec la direction était prévue hier, elle a été annulée. Le groupe OYON n'a pas souhaité s'exprimer. Nous, la seule réponse qu'on a eue, c'est vendredi dans l'après-midi où il nous a dit qu'il ne nous rencontrait plus sous prétexte qu'on a durci le mouvement. Bon, ben, c'est son choix. Hein. En tous les cas, nous campons sur notre position. Il n'est pas question qu'on licencie notre camarade et nous allons le défendre bec et ongle. Les négociations n'ont toujours pas commencé. Le personnel UTG d'Ecomax a décidé de durcir le mouvement. Ce matin, ils ont fermé le dépôt situé zone Collery. Aujourd'hui, s'est ouvert à la cité administrative régionale le premier congrès de pédopsychiatrie organisé en Guyane. Cette réunion se tenait dans le cadre de la semaine de la santé mentale. Au centre des débats, la psychiatrie et l'adolescence, un thème qui touche particulièrement la population locale. Les professionnels liés de près ou de loin à cette problématique ont été nombreux à se déplacer pour cette première journée. Par ces temps tumultueux où nous voyons, nous observons tout ce qui se passe, je pense qu'il est important que chacun d'entre nous puissions prendre conscience de cet enjeu qui est important, de la prise en charge des problématiques que rencontrent pédopsychiatriques, que rencontrent certains adolescents. Les travaux de ce congrès s'attachent à identifier les causes et conséquences des troubles d'ordre psychiatrique. Plusieurs thèmes ont été abordés, tels que le douloureux problème du suicide chez les jeunes, ou encore ce que l'on qualifie de cas incasables, les jeunes que personne n'arrive à gérer. Tous les spécialistes français sont présents afin de trouver au final des solutions applicables à la réalité guyanaise. Mettre l'accent sur la compréhension de ce que c'est que l'adolescence, quel est le développement normal d'un adolescent et quels seraient les troubles qu'on peut détecter à cet âge-là. Et bien sûr, est-ce qu'on peut justement prévenir ces troubles en essayant de bien les diagnostiquer à temps. Le plus important, c'est de former les cadres scolaires, justement de leur faire, afin de détecter les cas de détresse dans la classe. Et troisièmement, on revient toujours à l'école des parents, c'est-à-dire essayer de faire des systèmes d'éducation où on peut effectivement essayer du moins de faire passer aux parents la difficulté d'un ado et quelles seraient les attitudes qui seraient normatives afin de lui permettre un développement normal. Le congrès se terminera demain après-midi avec des sujets importants qui touchent particulièrement la Guyane, comme la sexualisation précoce chez les jeunes. Le compte à rebours est lancé, moins de 10 jours avant le match de barrage qui oppose la sélection de Guyane au Honduras. Un match pour la qualification aux phases finales de la Golden Cup. Ce matin, l'entraîneur de l'équipe guyanaise, Marc Jair, a dévoilé au public la composition de l'équipe pour le match. La liste des joueurs qui sont retenus pour ce match face au Honduras. Alors avant de donner la liste des joueurs qui ont été retenus, il faut bien comprendre la stratégie. Donc 26 joueurs vont être convoqués et 23 joueurs seront donc inscrits sur la feuille de match. La liste officielle des 26 joueurs: 3 gardiens, Donovan Léon de l'AJ Auxerre, Rudy Merrill du CSCC, Jeannot Apagui de Grand Santi. Les défenseurs sont au nombre de 7, Le Grand Jean David de Tressiac, Fallette Simon de Brest, Lescaut Grégory de Bressuire, Marie Gargari de Croix, Torvik Marvin du Rosenheim, Moges Alain de Calais, Ajaiso Albert de l'US Montagnarde. Les milieux de terrain sont au nombre de 8, Edwige Marc du CSCC, l'Espérance Serge de l'US Matoury, Baal Ludovic du RC Lens, Mona Marc Arnaud de l'USL Montjoly, Martinon David de l'US Matoury, Evans Rudy du KFC, Atouman Sergilio du Cosma et Baal Loïc de l'US Belfort. Les attaquants seront aussi au nombre de 8, Pigré Gabriel du Capellège, Solvi Michael de l'USL Montjoly, Sinclair Brian du CSCC, Adi Piniki d'Avoine, Contour Roy de Mouscron, Privas Lohan de Caen, Pigré Gary du CSCC, Fabien Gilles d'Angoulême. Sur les 26 joueurs sélectionnés, 15 joueurs évoluent en extérieur et 11 dans les championnats guyanais. Nous sommes restés sur la même ossature que nous avions en Jamaïque, donc qui a été simplement renforcée par l'apport de joueurs beaucoup plus expérimentés. On ne change pas une équipe du jour au lendemain. Je vous rappelle que c'est un groupe qui doit vivre ensemble. Donc voilà, il n'y a pas que les critères de terrain qui ont été arrêtés, il y a ces critères en termes de vie de groupe qui ont été maintenus, de performance individuelle, d'état de forme des joueurs, et donc tous ces éléments-là ont fait que nous avons dû faire des choix, mais de toute façon, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. La première étape, c'était de sortir cette liste,
Maintenant, on pourra enfin se concentrer définitivement sur cette préparation de match pour qu'on soit prêt le 25 et qu'on confirme derrière le 29. La sélection commencera ses entraînements à partir du mercredi 18 mars. Au programme, 2 à 3 séances avec peut-être un match amical contre une équipe du Suriname. De retour sur le plateau avec notre invité du journal, Paulin Brunet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Donc, vous êtes député depuis 1986. Si je le dis, c'est parce qu'on parle de réserve parlementaire depuis quelque temps. Réserve parlementaire, pas seulement pour les députés, pour les sénateurs aussi, hein, ça existe. Alors, effectivement, on en parle depuis quelques instants parce qu'un certain professeur de maths voulait absolument mettre tout cela en lumière, qu'on puisse dire quelle est cette fameuse réserve parlementaire, et puis les chiffres également. On va en parler d'ici quelques instants. Première question, est-ce que cette réserve parlementaire est un problème? Est-ce que ce système opaque, disons les choses clairement, n'est pas une aberration pour notre République aujourd'hui, en 2015? Oui et non. D'abord, vous avez parlé de clientélisme. Vous savez, en matière politique, dès qu'il s'agit de maniement de fonds, il y a toujours un côté clientélisme. Pourquoi? Parce que nous sommes en démocratie. Pour se faire élire, il faut faire plaisir à une catégorie de gens qui s'appellent des électeurs. Donc, ce sont des clients au sens grec du terme. Ça fait le jeu électoral, c'est presque normal. Presque normal. Ce que l'on reproche à cette fameuse réserve parlementaire et qui provient d'une frustration. Un député est le seul élu qui n'avait pas la possibilité d'octroyer directement des aides, des subventions à une collectivité ou à une association. Les autres pouvaient le faire. Le conseil général, le conseil régional, la mairie peuvent distribuer des subventions, y compris aux petits copains. Bien. Et cette réserve parlementaire a été un moyen inventé par certains pour essayer de prendre des fonds, par un mécanisme compliqué dans les détails desquels je n'entrerai pas, afin de permettre de financer dans leur circonscription des communes en difficulté ou alors un certain nombre d'associations amies. Et c'est là que ça pose un problème. On peut imaginer, parce qu'on parle de clientélisme, on peut se servir soi-même également. Non, non. On peut aider une association où le cousin, on est le président. Non, c'est pas ça le problème. Parce que ce que vous dites là, un maire peut également faire voter par son conseiller municipal une subvention pour une association dont son beau-frère ou son cousin est président, etc. Donc là-dessus, pas de différence. Donc, il n'y a pas de différence. Là où le bas blesse, si j'ose parler ainsi, c'est que la réserve parlementaire n'est pas un système public, c'est un système opaque. C'est-à-dire pour savoir exactement comment cette commune a pu bénéficier de sous, comment telle ou telle association a pu bénéficier, il n'y a pas de publication nulle part. Il n'y a aucune règle qui entoure ce dispositif. Non, la règle n'est pas en jeu. Parce que pour une mairie, il n'y a pas de règle non plus. Une association dépose une demande de subvention, le maire est capable de donner 1 ou 2 ou 100, il n'y a pas de règle. Non, c'est le côté opaque, c'est-à-dire que le contribuable n'est pas au courant de la somme qui a été attribuée et à qui. Et vous savez, dans l'opinion, en tout cas française, on est très chatouilleux de ça. Dès qu'il n'y a pas une publication, on se dit toujours il y a quelque part une magouille. Voilà, c'est flou. Il doit avoir ses flous et tout et tout part ainsi et tout à l'avenant. Donc, c'est le problème qui s'est posé. D'autant plus que cette réserve parlementaire est à des montants différents selon les députés. Alors, on peut le dire, hein, ça va de 130 000 jusqu'à 550 000. Alors, 550 000 quand on est président de commission, lorsqu'il s'agit effectivement d'argent, ça va de 130 000 à 550 000 selon les députés. C'est énorme. Actuellement. Oui, actuellement. Mais avant, ça allait plus. C'est énorme, mais quand on connaît le mécanisme, par exemple, un président de commission à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'est un monsieur qui travaille beaucoup, parce qu'il y a des députés qui travaillent beaucoup et d'autres qui sont des flemmards. Bon, le député qui travaille beaucoup, ça veut dire qu'il n'est pas dans sa circonscription. Il est là à l'Assemblée, dans les séances de nuit et tout et tout. Et dans l'esprit du Parlement, il était tacitement, de droite comme de gauche, convenu que celui qui est président, qui est là en permanence, bénéficie d'une espèce de petite prime qui lui permet d'arroser
tel ou tel maire ou telle association afin de faciliter son élection. Encore une fois, cela n'est pas tout à fait orthodoxe, mais c'est une explication que l'on peut donner à cette pratique qui, encore une fois, était pas connue. Moi, ça existait, moi, je ne l'ai jamais connu. J'appelle ça après que ça existait, mais beaucoup de parlementaires... Il y a plein de choses, il y a plein de gens qui ne savaient pas non plus. Mais ce n'est pas le seul système. Vous savez que il y en a d'autres. Dans le mécanisme financier, il y a des astuces, des montages qui sont tels que seuls les initiés connaissent. La seule règle, c'est qu'il ne faut pas se faire prendre. D'accord, il faut être dans les commissions également. On peut donner les chiffres. 80 millions d'euros ont été distribués en 2014, c'est ce qu'on disait. Ça va de 130 000 jusqu'à 500 et quelques mille euros par député. Alors, vous disiez effectivement, vous n'étiez pas au courant de cette réserve parlementaire qui existe depuis 1970 à peu près. Quels étaient vous aviez quoi comme aide à l'époque? On parle des années 80 là. Rien. Zéro? Rien. Mais tout un député vote les lois et un député intervient auprès des ministres pour favoriser telle ou telle action, pour huiler les mécanismes et tout. Un député, par définition, n'a pas un rôle financier dans l'octroi de tel ou tel moyen. C'est pas son job. Ce travail-là, c'est celui des collectivités locales. Donc, on a imaginé un moyen qui permettait à tel ou tel parlementaire d'arranger un petit peu les choses. Et ça va tellement loin. On peut faire des routes avec, hein, et aussi, bien sûr, et aussi ça va tellement loin parce qu'il y a un principe fondamental dans notre Constitution, l'article 20, qui dit qu'un parlementaire n'a pas le droit d'augmenter les dépenses publiques. Il peut il n'a pas le droit d'augmenter les dépenses publiques. Il ne faut pas qu'il coûte. Voilà, donc il ne peut pas prendre ces initiatives-là. Et avec la réserve parlementaire, surtout lorsqu'il est maire. Alors, il y a une petite parenthèse à ouvrir, c'est que très souvent, ce sont les députés maires qui en bénéficient parce que ça permet d'abonder sa mairie et ça permet donc de faire un peu de clientélisme. Mais donc, on a surveillé les députés maires. Donc, pas surveiller parce que c'est attribué selon un principe. Un député peut, on le dit, alors ça se fait rarement, mais peut aussi aider une autre circonscription que la sienne. Hein. Oui, il peut le faire. C'est rare, mais c'est d'y arriver. Il peut le faire, et ça c'est tout à fait normal, parce qu'un député est député de la nation. On n'est pas député de la Guyane, on est député de la nation. Donc, un député, mettons, de la Guadeloupe peut tout aussi bien aider un député des Alpes-Maritimes, ça c'est pas un problème. Mais je répète, la difficulté et le débat qu'il y a eu autour de cette affaire-là, c'est le fait que, d'abord, il prend une décision seul, c'est un rare cas où il n'y a pas une assemblée qui décide, c'est ça. Il est seul, et deuxièmement, ce n'est pas public. Il faut aller dans les chiffres, écrire, demander, c'est quelque chose qui n'est pas public. Et l'opinion n'aime pas les choses cachées. C'est vrai. Surtout lorsqu'il s'agit d'argent. Et surtout en France. Surtout en France. Et surtout en France. Est-ce que ça vous dérange? Certains parlent on a entendu dans d'autres débats, dire qu'il faut annuler cette réserve parlementaire, très franchement. Il faut l'annuler ou pas? Actuellement, le montant est plafonné à 130 000 euros. 130 000 euros. Oui. Ce qui est une paille, c'est pas grand-chose. Cette somme-là permet à un parlementaire soit d'aider une petite collectivité, ça arrive, ou alors d'aider une association qui est en difficulté. Donc, ce n'est pas le fait de supprimer 130 000 euros qui puisse arranger les affaires de la République. La règle, c'est que nous puissions être au courant. Récemment, un journal local a publié la liste des aides. Oui. Ça a même créé une polémique, d'ailleurs, concernant un député qui avait accordé une aide à une association qui était censée être contestable. Donc, on est au courant. Attention à la question. Est-ce que la réserve parlementaire peut soutenir des établissements publics? C'est dans le débat. Non, il n'y a pas d'intérêt pour un établissement public. L'établissement public relève de l'État. Donc, le député peut intervenir au niveau de l'État pour aider cet établissement public. Cela dit, il peut y avoir le cas de cas, mais il faut à ce moment-là chercher quelle est la raison. Vous savez, un homme politique ne fait jamais rien gratuitement, enfin au sens noble du terme. Donc, s'il le fait à la place de l'État, c'est que certainement, il y a quelque part une raison fondamentale. Et espérons qu'il s'agit de la raison d'État. Merci en tout cas, Paulin Brunet, d'avoir
éclairer nos téléspectateurs sur cette fameuse réserve parlementaire. Vous pouvez aller sur Internet et vous avez toutes les fiches. Je profite de votre présence, ça sera ma dernière question. Vous le savez, on est en 2015, ça sera l'année de la collectivité territoriale de Guyane. Une question simple, est-ce que vous allez jouer un rôle dans cette collectivité territoriale, devant ou derrière, dans l'ombre ou activement sur les plateaux télé? Je crois que compte tenu de l'engagement permanent qui a été le mien pendant des années, être absent de l'une des plus grands enjeux que nous ayons depuis plusieurs années serait une faute grave. Très bien. Vous pensez que c'est un événement... Est-ce qu'on peut parler d'événement historique pour la Guyane, quelque part? Un événement ne devient historique que lorsque les acteurs font en sorte que cet événement soit un gros événement. Mais il peut être un événement qui passe sous silence. Je voudrais prendre un seul exemple. Allons-y. La consultation populaire. Vous trouvez normal que le jour de la consultation populaire, un dimanche, il y a eu en même temps le carnaval? Ceux qui ont laissé faire le carnaval, c'est-à-dire on votait entre le défilé de la bande des quatre et puis choisir les urnes, ceux qui ont laissé faire n'ont pas pris conscience qu'il s'agissait là d'un enjeu important et qu'il fallait que les Guyanais à ce moment-là se concentrent. Donc sur ce plan-là, ça n'a pas été un événement historique. Mais cela dit, il ne faut pas diaboliser, espérons que les augures seront différents et pour ma part, je pense apporter ma modeste contribution. Très bien, merci Paulin Brunet. Comme nous, sur ATG, nous allons faire beaucoup de débats autour de cette collectivité territoriale. Alors, je vous dis à bientôt sur les plateaux télé. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'était notre invité du journal, Paulin Brunet, pour la réserve parlementaire. Passez une excellente soirée. Dans quelques instants, le journal de TF1, juste après Dom Laquezotte. Rendez-vous demain. Bonne soirée.